Chaque dimanche matin, pendant 7 années consécutives, Thomas Rutledge quittait sa plantation de Caroline du Sud pour une chasse particulière. Pas celle du cerf ou du sanglier. Une chasse qui le menait à travers les marécages et les forêts de pins, armé de chiens dressés et de chênes. Une chasse qui rapportait toujours son lot de désespoir humain. Jusqu'à ce dimanche de novembre 1843, où il traqua celui qui allait transformer le chasseur en proie. Avant de poursuivre cette histoire glaçante, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Chaque région possède ses propres secrets enterrés, et peut-être que l'histoire que vous connaissez partagera bientôt ses ténèbres. Le comté de Beaufort en Caroline du Sud abritait, dans les années 1840, quelques-unes des plantations les plus prospères du Sud américain. Le climat subtropical permettait la culture intensive du coton et du riz, enrichissant une poignée de familles dont les fortunes reposaient sur un système d'exploitation sans précédent. Les plantations s'étendaient sur des milliers d'acres, entrecoupés de forêts de cyprès, de marécages à l'eau stagnante et de chemins boueux où serpentaient des ruisseaux aux berges couvertes de mousse espagnole. La région avait été colonisée au début du XVIIIe siècle par des planteurs venus des Caraïbes, apportant avec eux leurs méthodes de culture et leur système de travail forcé déjà bien établi. Au fil des décennies, ces terres marécageuses avaient été transformées en un paysage agricole hautement productif. Les digues et canaux construits pour drainer les marécages permettaient la culture du riz dans les basses terres, tandis que les zones plus élevées accueillaient les champs de coton. Cette double culture faisait de Beaufort l'une des régions les plus riches du Sud, avec une concentration de richesses qui rivalisait avec les grandes villes du Nord. La plantation Meadowbrook appartenait à la famille Rutledge depuis 1789. 3 générations avaient bâti leurs richesses sur ces terres, transformant les champs en océans de coton blanc. La demeure principale, une imposante structure à colonnes blanches inspirée de l'architecture palladienne, dominait le paysage tel un temple dédié à la prospérité sudiste. Construite en 1812 après que la maison d'origine eût été détruite par un ouragan, elle comportait 2 étages, 23 pièces, et était entourée de jardins à la française que la grand-mère de Thomas avait fait dessiner par un architecte paysagiste venu de Charleston. Derrière cette façade de grandeur civilisée, 300 âmes vivaient dans des conditions d'une brutalité méthodique. Les quartiers des esclaves formaient un village séparé, situé à près d'1 kilomètre de la grande maison, composée de cabanes en bois mal isolées où s'entassaient des familles entières. Les journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après le coucher du soleil, pendant la saison des récoltes. La nourriture était rationnée avec précision, suffisante pour maintenir la capacité de travail, mais jamais assez pour permettre le confort. Les vêtements étaient distribués 2 fois par an, des tissus grossiers qui s'usaient rapidement sous le labeur constant. Thomas Rutledge avait hérité de la propriété en 1836, à la mort de son père Edmund. À 32 ans, il était alors considéré comme un jeune homme prometteur dans la société de Charleston. Il avait étudié le droit pendant 2 ans à l'université de Virginie avant de revenir pour apprendre la gestion de la plantation sous la tutelle de son père. Contrairement à d'autres propriétaires qui déléguaient la gestion quotidienne à des contremaîtres, Thomas s'impliquait personnellement dans chaque aspect de l'exploitation. Cette implication n'était pas motivée par une quelconque bienveillance, mais par un désir de contrôle absolu et d'efficacité maximale. Il tenait des registres détaillés non seulement de la production, mais aussi de chaque personne réduite en esclavage sur ses terres. Son bureau, au 2e étage de la demeure, contenait des cahiers remplis de notes minutieuses, nom, âge, origine présumée, capacité de travail, tentative de fuite, punitions administrées. Ces registres étaient tenus avec la même précision qu'un comptable tiendrait les livres d'une entreprise commerciale. Pour Thomas, c'était exactement ce que c'était, une entreprise. Et comme toute entreprise, elle nécessitait une gestion rigoureuse pour maximiser les profits. Les murs de son bureau étaient ornés de cartes détaillées de la propriété, montrant chaque champ, chaque bâtiment, chaque chemin. Une grande carte de la Caroline du Sud
occupait tout un mur, avec des épingles marquant les plantations voisines, les villes, les routes principales. Thomas passait des heures à étudier ces cartes, planifiant les rotations de culture, calculant les distances, identifiant les zones vulnérables où les fugitifs pourraient tenter de se cacher. Car les fuites étaient fréquentes. Malgré les patrouilles nocturnes, malgré les chiens, malgré les châtiments publics destinés à décourager les autres, des hommes et des femmes tentaient régulièrement de s'échapper vers le nord, vers les États libres, vers l'espoir d'une vie différente. La plupart échouaient dans les 48 premières heures, épuisés, affamés, perdus dans des territoires hostiles. Les patrouilleurs locaux, des hommes pauvres qui trouvaient dans cette activité un revenu d'appoint et un sentiment de supériorité, parcouraient les routes avec des chiens et des armes, arrêtant toute personne de couleur ne pouvant présenter un laissez-passer signé. Certains fugitifs réussissaient à disparaître pendant des semaines avant d'être repris, parfois à des centaines de kilomètres de leur point de départ. Et quelques-uns, très rares, ne furent jamais retrouvés. Ces cas hantaient Thomas. Il tenait une liste spéciale de ces disparus, notant les détails de leur fuite, cherchant des patterns, des faiblesses dans son système de surveillance. Il ne supportait pas l'idée que quelqu'un puisse échapper à son contrôle. Thomas Rutledge avait fait de la capture des fugitifs une spécialité personnelle. Chaque dimanche, après le service religieux auquel il assistait avec une ponctualité irréprochable, il organisait ce qu'il appelait ses promenades dominicales. Accompagné de 4 chiens Redwood Coonhounds spécialement dressés pour traquer les humains et parfois d'1 ou 2 associés partageant son passe-temps, il partait à la recherche de ceux qui avaient tenté de fuir. Il connaissait les chemins probables, les cachettes traditionnelles, les points d'eau où les fugitifs devaient nécessairement s'arrêter. Les chiens avaient été achetés à un éleveur spécialisé de Géorgie qui se vantait d'avoir développé une lignée particulièrement douée pour le pistage humain. Thomas les avait payés une fortune, mais il considérait cela comme un investissement. Les animaux vivaient dans un chenil adjacent aux écuries, mieux nourris et logés que la plupart des esclaves. Leurs noms étaient gravés sur des plaques de cuivre fixées à leur niche: Brutus, César, Hannibal et Ajax. Thomas trouvait amusant de donner à ces bêtes des noms de guerriers et de généraux de l'Antiquité. Ces chasses n'étaient pas seulement fonctionnelles. Elles constituaient pour lui un divertissement, un sport où se mêlaient la satisfaction de la traque et l'affirmation de son autorité. Il racontait ses exploits lors des dîners mondains, décrivant avec une précision clinique comment les chiens avaient acculé tel fugitif près d'un marécage, comment tel autre avait tenté de grimper à un arbre avant d'être rattrapé. Ces récits étaient ponctués de rires, comme s'il parlait d'une simple partie de chasse au renard. Les autres propriétaires l'écoutaient avec un mélange d'admiration et parfois d'inconfort. Même dans une société qui acceptait l'esclavage comme normal, l'enthousiasme de Thomas pour la chasse humaine semblait excessif à certains. Les esclaves de Meadowbrook le savaient. Ils connaissaient les dimanches de Thomas Rutledge. Cette connaissance imprégnait chaque tentative de fuite d'une terreur supplémentaire. Fuir un samedi signifiait être traqué le lendemain. Fuir en semaine donnait quelques jours de répit avant le prochain dimanche. Mais ils savaient tous que Thomas ne renonçait jamais. Certaines chasses s'étaient prolongées sur plusieurs semaines, Thomas revenant chaque dimanche jusqu'à retrouver sa proie. Il tenait un registre de ses chasses, notant le temps nécessaire pour chaque capture, les techniques utilisées, les leçons apprises. C'était pour lui une science qu'il perfectionnait méthodiquement. L'automne 1843 fut particulièrement sec. Les récoltes avaient été bonnes, meilleures même que l'année précédente. Le coton atteignait des prix élevés sur les marchés de Charleston et de Savannah. Thomas avait réinvesti une partie des profits dans l'achat de nouvelles terres adjacentes à sa propriété et dans l'acquisition de 20 esclaves supplémentaires lors d'une vente aux enchères à Charleston en septembre. La plantation était à son apogée de productivité, mais la tension régnait. Des rumeurs circulaient sur les réseaux d'aide aux fugitifs qui se développaient dans le Nord, sur des abolitionnistes qui aidaient les évadés, sur ce qu'on commençait à appeler le chemin de fer clandestin, ce réseau secret de maisons sûres et de guides
qui conduisait les fugitifs vers la liberté. Ces rumeurs alimentaient l'espoir chez certains et la vigilance redoublée chez les propriétaires. Des réunions avaient été organisées entre les planteurs de la région pour discuter de mesures de sécurité renforcées. On parlait d'augmenter les patrouilles, de durcir les punitions, de resserrer le contrôle. Le vendredi 24 novembre, 3 personnes disparurent de Meadowbrook pendant la nuit. Un homme d'une quarantaine d'années nommé Samuel, qui travaillait aux écuries depuis 15 ans. Une femme plus jeune, Léa, âgée de 28 ans, affectée à la cuisine de la grande maison où elle préparait les repas pour la famille Rutledge. Et un enfant de 12 ans, un garçon appelé Moses, fils de Samuel et de Léa. Lorsque leur absence fut constatée à l'aube par le contremaître en chef, William Hendricks, l'alarme fut immédiatement donnée. Thomas Rutledge entra dans une rage froide. Il ordonna un décompte immédiat de tous les esclaves, vérifiant personnellement que chacun soit présent. Il fit inspecter les cabanes des fugitifs, notant les provisions manquantes. Un sac de farine, du porc salé, 2 couvertures, une gourde. Dans la cuisine, il constata la disparition d'un couteau et d'une petite marmite en fer. Il interrogea personnellement les autres esclaves qui travaillaient aux écuries et à la cuisine, cherchant à savoir si quelqu'un avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Samuel ou de Léa durant les jours précédents. La plupart jurèrent ne rien savoir, les yeux baissés, conscients que toute information pouvait être utilisée contre eux ou contre les fugitifs. Une vieille femme qui dormait dans la cabane adjacente à celle de Samuel admit avoir entendu du mouvement pendant la nuit, mais elle avait pensé que c'était simplement quelqu'un qui sortait pour se soulager. Les chiens furent sortis dès le samedi matin pour tenter de suivre une piste. Ils reniflèrent les vêtements laissés dans la cabane de Samuel, puis furent lâchés pour traquer. Mais la sécheresse avait durci le sol et les odeurs se dispersaient mal. Les chiens tournèrent en cercle confus pendant près de 2 heures avant de prendre une direction vague vers le sud-ouest, mais la piste se perdait régulièrement et il fallait recommencer. Thomas attendit le dimanche avec une impatience contenue. Il passa le samedi soir à étudier ses cartes, à réfléchir aux routes probables que les fugitifs auraient pu prendre. Samuel connaissait bien les environs, ayant accompagné Thomas à plusieurs reprises lors de voyages vers Charleston. Il saurait éviter les routes principales. Mais il avait une femme et un enfant avec lui, ce qui ralentirait considérablement leur progression. Thomas se coucha ce soir-là, avec la certitude qu'il les retrouverait le lendemain. Durant le service religieux à l'église méthodiste de Sheldon, le dimanche matin, Thomas pria avec une ferveur visible. Le pasteur, révérend Jonathan Pembroke, qui connaissait les activités dominicales de Thomas, conclut son sermon par une référence à l'ordre naturel des choses et au devoir de chaque homme de protéger ce que Dieu lui avait confié. Il cita des passages de la Bible que les défenseurs de l'esclavage utilisaient pour justifier le système. L'histoire de Cham et de Canaan, les instructions de Paul aux esclaves d'obéir à leur maître. Thomas hocha la tête avec satisfaction durant le sermon, sentant que Dieu lui-même approuvait sa mission du jour. À 13 heures précises, après un déjeuner léger, Thomas enfila sa tenue de chasse. Bottes hautes en cuir imperméabilisé, pantalon épais en toile, veste marron à nombreuses poches et large chapeau à bord relevé. Il arma son fusil de chasse à double canon, vérifia la charge de son pistolet à percussion et attacha à sa ceinture un fouet enroulé et des chaînes métalliques. Il glissa également un couteau de chasse dans sa botte droite. Les 4 chiens, excités par la perspective de la chasse, jappaient et sautaient dans la cour. Les palefreniers les tenaient difficilement en laisse. Cette fois, Thomas décida de partir seul, contrairement à son habitude. Il voulait prouver qu'il n'avait besoin de personne pour ramener les fugitifs. Il avait aussi une autre raison, moins avouable. Il voulait avoir le temps de corriger les fugitifs avant de les ramener, loin des regards qui pourraient trouver ses méthodes excessives. Le fouet attaché à sa ceinture n'était pas seulement pour les chiens. La piste commença au niveau des quartiers des esclaves, où les chiens reniflèrent les derniers objets manipulés par les fugitifs. Après plusieurs cercles confus qui firent gronder Thomas d'impatience,
Les animaux prirent une direction vers le sud-ouest, à travers les champs récemment moissonnés où les tiges de coton coupées formaient des rangées régulières maintenant vides. Le sol était dur sous les bottes de Thomas, craquelé par des semaines sans pluie significative, puis vers la forêt de pins qui bordait la propriété. C'était une zone que Thomas connaissait intimement. Il y avait chassé des dizaines de fugitifs au fil des années, mais aussi du gibier depuis son enfance. La forêt offrait une fausse impression de sécurité. Dense en apparence, elle était traversée de chemins que seuls les habitués connaissaient. Les fugitifs inexpérimentés s'y perdaient, tournant en rond, s'épuisant, tandis que leurs poursuivants suivaient méthodiquement les sentiers établis. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les chiens suivaient une piste claire pendant quelques centaines de mètres, puis semblaient la perdre complètement. Ils tournaient en rond, reniflaient frénétiquement le sol, les arbres, l'air, puis repartaient dans une nouvelle direction, souvent perpendiculaire à la précédente. Thomas attribua d'abord cela au sol sec et aux conditions défavorables, mais au bout de 2 heures de marche en zigzag, il commença à soupçonner autre chose. Les fugitifs semblaient connaître des techniques pour brouiller leur odeur. Ils avaient probablement traversé des ruisseaux, frotté des plantes à forte odeur sur leurs vêtements, peut-être même divisé le groupe pour créer des pistes multiples. Ces méthodes n'étaient pas inhabituelles, Thomas les avait déjà rencontrées. Mais leur application systématique presque à chaque changement de terrain suggérait une préparation inhabituelle. Samuel n'avait jamais tenté de fuir auparavant. D'où tenait-il ces connaissances? Thomas réfléchit en marchant. Peut-être que Samuel avait parlé avec d'autres esclaves qui avaient tenté de fuir et avaient été repris. Peut-être qu'il y avait eu des discussions dans les quartiers des esclaves, un partage d'informations que les contremaîtres n'avaient pas détectées. Cette pensée inquiéta Thomas. Cela signifiait que son système de surveillance avait des failles. Il faudrait y remédier après avoir ramené les fugitifs. À 16 heures, alors que le soleil commençait à décliner vers l'ouest, Thomas et ses chiens émergèrent de la forêt de pins près d'un ancien marécage partiellement asséché. L'endroit était rarement fréquenté, considéré comme dangereux à cause des zones de sable mouvant qui subsistaient même durant les périodes sèches, et des serpents d'eau qui se cachaient dans la végétation. La mousse espagnole pendait des cyprès chauves comme des voiles funèbres. L'air sentait la décomposition végétale et l'eau stagnante. C'est là que les chiens retrouvèrent une piste forte et claire. Ils aboyèrent avec une intensité renouvelée, tirant sur leurs laisses avec une force qui faillit arracher les courroies des mains de Thomas. Il les lâcha et ils s'élancèrent vers une zone boisée au-delà du marécage, leurs aboiements résonnant dans l'air humide. Thomas suivit, le cœur battant d'anticipation. La chasse touchait à sa fin. Il le sentait dans ses os. Les fugitifs avaient commis l'erreur de s'aventurer dans un territoire difficile, pensant peut-être que leurs poursuivants ne les suivraient pas jusque-là. Mais Thomas Rutledge ne renonçait jamais. Il avait traversé des marécages bien pires que celui-ci. Il contourna les zones les plus dangereuses en utilisant les passages qu'il connaissait. Des bandes de terre plus fermes, invisibles, pour qui ne connaissait pas les lieux. C'est en contournant un bosquet de saules qu'il vit le premier corps. Samuel gisait face contre terre au bord d'un petit cours d'eau presque asséché, ses vêtements déchirés, du sang séché sur le côté de sa tête formant une croûte sombre. Thomas s'approcha prudemment, le fusil levé et armé, tous les sens en alerte. L'homme respirait encore mais faiblement. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Il avait été frappé violemment, probablement avec une branche ou une pierre, le crâne présentant une bosse visible sous les cheveux crépus. À quelques mètres plus loin, Léa était recroquevillée contre un arbre, inconsciente elle aussi, une ecchymose violacée sur la tempe droite. Sa robe était déchirée à l'épaule, révélant une autre contusion sur le bras. Elle respirait, mais ne réagissait pas lorsque Thomas la secoua légèrement avec le bout de sa botte. Thomas regarda autour de lui, tous les sens en alerte. Quelque chose n'allait pas. Ces blessures n'étaient pas dues à une chute ou à l'épuisement. La position des corps,
la nature des impacts. Tout indiquait qu'ils avaient été frappés délibérément, méthodiquement. Quelqu'un les avait assommés. Mais qui? Le garçon, Moses, n'était nulle part en vue. Thomas appela les chiens qui reniflèrent les blessés avec curiosité, leur queue fouettant l'air. « Moses !» cria Thomas, sa voix résonnant dans le silence de la forêt. « Montre-toi, garçon, je sais que tu es là. » Aucune réponse, seulement le bruissement du vent dans les feuilles et le gargouillis faible du ruisseau. C'est alors qu'il entendit le bruit. Un craquement de branches, léger mais distinct, à une vingtaine de mètres sur sa gauche. Les chiens grondèrent immédiatement, les poils du dos hérissés, leur corps tendu comme des ressorts. Thomas pivota, le fusil pointé vers la source du son, son doigt se resserrant sur la détente. Une silhouette se tenait entre les arbres, à moitié dissimulée par les ombres allongées du crépuscule. Un homme, grand, très grand, probablement plus d'1,90 m, la peau sombre, vêtue de haillons qui avaient dû être des vêtements d'esclaves, mais qui étaient maintenant méconnaissables, déchirés et tachés. Mais ce qui figea Thomas une fraction de seconde, ce fut le regard de cet homme. Pas la peur habituelle qu'il voyait dans les yeux des fugitifs capturés, pas la résignation désespérée. Quelque chose de différent, de plus froid, de calculateur. Un regard qui évaluait, mesurait, planifiait. L'homme ne fuyait pas. Il se tenait là, immobile, observant Thomas avec la même intensité que Thomas l'observait. Dans sa main droite, quelque chose brillait faiblement. Une lame improvisée, peut-être le couteau volé dans la cuisine, ou peut-être quelque chose qu'il avait fabriqué lui-même. Puis, avant que Thomas ne puisse tirer, l'homme disparut dans la végétation avec une agilité déconcertante, se fondant dans les ombres comme s'il n'avait jamais été là. Les chiens s'élancèrent immédiatement à sa poursuite, aboyant férocement, leur voix changeant de ton, devenant presque hystérique. Thomas les suivit au pas de course, oubliant momentanément les deux blessés derrière lui, oubliant sa prudence habituelle. La chasse venait de prendre une tournure totalement inattendue. Et pour la première fois depuis qu'il avait commencé ses dimanches de traque, Thomas Rutledge sentit une petite pointe de peur s'insinuer dans son esprit. Pour comprendre ce qui se passa ensuite, il faut revenir 6 mois en arrière, au printemps 1843, lorsqu'un homme fut amené à Meadowbrook dans des circonstances inhabituelles. Thomas Rutledge avait l'habitude d'acheter ses esclaves aux ventes aux enchères de Charleston, événement régulier où des centaines de personnes étaient vendues chaque mois, ou directement auprès de marchands itinérants qui parcourèrent le sud avec leur cargaison humaine. En avril, un marchand nommé Josiah Pemberton arriva à la plantation avec une cargaison particulière. Pemberton était un homme rondelet d'une 50aine d'années, au visage rougeau perpétuellement en sueur, qui se spécialisait dans ce qu'il appelait avec un sourire entendu les acquisitions spéciales. Des esclaves ayant fui d'autres plantations et capturés loin de leurs propriétaires d'origine, des individus sans papier clair, parfois même des hommes libres kidnappés dans les États du Nord et vendus illégalement dans le Sud. C'était un commerce lucratif mais risqué, opérant dans une zone grise de l'égalité que même les défenseurs de l'esclavage trouvaient parfois inconfortable. Parmi les 8 personnes enchaînées dans le chariot de Pemberton, un homme attira immédiatement l'attention de Thomas. Grand, probablement dans la mi-trentaine, avec une musculature impressionnante qui suggérait une force considérable, et des scarifications rituelles sur les joues et les épaules, des motifs géométriques précis qui indiquaient une origine tribale spécifique. Thomas avait vu de telles marques auparavant sur des esclaves récemment arrivés d'Afrique, mais elles étaient rares, en 1843. L'importation légale d'esclaves africains avait été interdite depuis 1808, bien que le commerce illégal persistât. Pemberton expliqua, avec des gestes vagues et un récit confus, l'avoir acheté à un autre marchand en Géorgie qui le tenait lui-même d'un trafiquant de Floride opérant près de la frontière espagnole. L'histoire était vague, pleine de trous, et les papiers pratiquement inexistants. Juste un reçu de vente griffonné sur un papier sale, sans détail sur l'origine ou l'histoire de l'homme.
Pemberton appelait l'homme Jacob, mais admettait avec un haussement d'épaule que ce nom avait probablement été inventé lors d'une transaction antérieure, peut-être même plusieurs transactions en arrière. Il ne parle pas un mot d'anglais, avait expliqué Pemberton en crachant un jet de jus de tabac dans la poussière, ou alors il fait semblant. Avec ces Africains fraîchement débarqués, on ne sait jamais. Mais regardez ses muscles, monsieur Rutledge, un travailleur de première classe, je vous le garantis, fort comme un bœuf. Vaut bien le prix que je demande. Thomas fut intrigué. L'homme ne parlait pas anglais, ou prétendait ne pas le parler. Il répondait aux ordres par des gestes minimaux, mais son comportement n'était pas celui de la soumission habituelle que Thomas avait appris à reconnaître chez les esclaves bien dressés. Il y avait dans sa posture quelque chose d'insoumis, une tension contenue qui suggérait la violence potentielle plutôt que la résignation. Ses yeux surtout ne se baissaient pas lorsqu'on le regardait. C'était un signe de danger, selon l'expérience de Thomas. « Il a causé des problèmes ?» demanda Thomas, examinant l'homme de plus près, cherchant des marques de fouet récentes ou d'autres signes de correction sévères. Pemberton hésita, puis admit « quelques-uns. Il a cassé le bras d'un de mes assistants lors du transport. Le gars avait essayé de le frapper pour le faire obéir plus vite. Jacob a attrapé le bâton et... Eh bien, disons que mon assistant ne pourra pas travailler pendant quelques semaines. » Cette information aurait dû dissuader Thomas. Un esclave violent était un risque, une menace potentielle, non seulement pour les contremaîtres, mais pour tous les autres esclaves qui pourraient être tentés de l'imiter. Mais Thomas se sentait confiant. Il avait géré des esclaves difficiles auparavant. Il avait des méthodes pour briser même les plus rebelles. Et cet homme, malgré ses scarifications et sa musculature impressionnante, n'était qu'un homme. Un homme seul, sans alliés, dans un pays étranger dont il ne parlait pas la langue. Malgré ces signes inquiétants, Thomas acheta l'homme pour une somme relativement modeste. $150, bien en dessous du prix habituel pour un homme dans la force de l'âge. Pemberton était pressé de s'en débarrasser, craignant probablement que l'homme ne cause plus de problèmes. Il prit l'argent avec un soulagement visible et quitta la plantation dans l'heure, comme s'il fuyait quelque chose. Thomas enchaîna immédiatement Jacob dans les quartiers des esclaves, dans une cabane qu'il partagerait avec 3 autres hommes. Il fut assigné aux travaux les plus pénibles des champs. Défricher de nouvelles terres, creuser des canaux de drainage, couper du bois. Des tâches qui exploiteraient sa force physique et, espérait Thomas, l'épuiseraient suffisamment pour qu'il ne pense pas à faire des problèmes. Les semaines qui suivirent furent étranges. Jacob travaillait sans se plaindre, accomplissant même plus que ce qui lui était demandé. Sa force était réellement exceptionnelle. Il pouvait porter des charges que 2 hommes normaux peinaient à soulever, abattre des arbres avec une vitesse impressionnante, creuser des fossés plus profondément et plus rapidement que quiconque. Les contremaîtres furent satisfaits, rapportant à Thomas que cet achat s'avérait excellent malgré les inquiétudes initiales. Mais il ne se mêlait pas aux autres esclaves. Il mangeait seul, assis à l'écart pendant les brèves pauses accordées pendant la journée. Il dormait à l'écart, dans la cabane commune, enroulé dans sa couverture contre le mur, le plus éloigné. Il ne participait pas aux rares moments de repos commun, le dimanche après-midi, quand certains esclaves chantaient, racontaient des histoires, ou simplement profitaient de quelques heures sans travail. Les autres esclaves semblaient à la fois fascinés et inquiets de sa présence. Ils parlaient de lui à voix basse, se demandant d'où il venait, ce qu'il pensait, pourquoi il restait si distant. Un contremaître nommé William Hendricks, un homme maigre et nerveux d'une 40aine d'années qui supervisait les travaux des champs, rapporta à Thomas un comportement inhabituel. Jacob passait ses soirées, après le travail, à sculpter de petits objets dans du bois. Des figures abstraites, des symboles géométriques que personne ne reconnaissait, des formes qui semblaient avoir une signification, mais qui restaient incompréhensibles. Il utilisait des morceaux de bois trouvés dans la forêt et les travaillait avec un silex aiguisé ou parfois avec ses propres ongles, patiemment, méticuleusement.
Hendrix avait confisqué ces objets, craignant qu'ils ne soient utilisés pour quelque magie africaine, pour jeter des sorts ou communiquer avec des esprits. Les esclaves chrétiens de la plantation murmuraient que Jacob pratiquait du vaudou ou d'autres rituels païens. Hendrix apporta une poignée de ces sculptures à Thomas, les étalant sur son bureau avec un air inquiet. Thomas les avait examinées avec curiosité, mais sans réelle inquiétude. Ce n'était que du bois gravé, rien de plus. Des formes géométriques, des lignes entrecroisées, des cercles concentriques, peut-être des souvenirs de sa terre natale, des symboles qui avaient une signification dans sa culture d'origine. Il avait renvoyé Hendrix en lui disant de ne pas s'inquiéter de superstitions sans fondement et de laisser Jacob sculpter si cela l'occupait pendant son temps libre. Ce que Thomas ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Jacob observait. Il observait tout. Les routines de la plantation, immuables et prévisibles. Les mouvements des patrouilleurs, qui suivaient des chemins réguliers. Les habitudes de Thomas lui-même, qui inspectait les champs chaque matin à 8 heures, déjeunait à midi précis, partait pour Charleston le premier lundi de chaque mois. Il comptait les jours, notait les cycles, et il écoutait. Contrairement à ce que tout le monde croyait, Jacob comprenait l'anglais. Pas parfaitement, pas tous les mots, mais suffisamment pour saisir les conversations, les ordres, les récits échangés entre les esclaves sur les chasses dominicales de Thomas, sur ceux qui avaient tenté de fuir et avaient été ramenés, enchaînés et fouettés publiquement, sur ceux qui n'étaient jamais revenus et dont on ne savait pas s'ils avaient réussi ou s'ils étaient morts quelque part dans les marécages. Jacob apprit également quelque chose d'autre. Samuel, l'homme qui travaillait aux écuries, avait été l'un des rares à tenter de communiquer avec lui. Samuel parlait lentement, utilisait des gestes, essayait de partager de la nourriture pendant les repas, malgré le regard désapprobateur des autres. Au fil des semaines, une forme de communication rudimentaire s'était établie. Samuel avait une famille, une femme nommée Léa, qui travaillait à la grande maison, et un fils, Moses, un garçon intelligent qui apprenait à lire en secret malgré les lois qui l'interdisaient. Samuel avait aussi un projet, un rêve désespéré. Fuir vers le nord dès que l'opportunité se présenterait. Il avait entendu parler, par des bribes de conversation captées à la grande maison, de Quakers en Pennsylvanie qui aidaient les fugitifs. Il avait entendu parler du chemin de fer clandestin, ce réseau mystérieux de maisons sûres. Il ne savait pas exactement comment le rejoindre, mais il savait qu'il fallait aller vers le nord, toujours vers le nord. Un soir de novembre, alors que l'obscurité était tombée et que les surveillants s'étaient retirés, Samuel confia à Jacob son plan désespéré. Ils étaient assis côte à côte contre le mur d'une cabane, invisible dans l'ombre. Samuel parlait à voix basse, les mots sortant dans un murmure à peine audible. Il avait entendu parler d'un groupe de Quakers à 2 jours de marche qui aidèrent les fugitifs. Il ne savait pas où exactement, mais un esclave d'une plantation voisine, qui avait été repris après une tentative de fuite, avait parlé d'une maison avec une lanterne rouge dans une fenêtre, quelque part au nord-ouest. C'était peu d'informations, presque rien, mais c'était tout ce qu'il avait. Il voulait emmener sa famille, partir un vendredi soir pour avoir au moins 2 jours avant la chasse dominicale de Thomas. Mais il savait que Thomas les traquerait le dimanche suivant, inexorablement. Il demanda à Jacob s'il voulait se joindre à eux. Plus ils seraient nombreux, plus ils auraient de chance, pensait Samuel avec un optimisme touchant. Ils pourraient se séparer si nécessaire, créer de fausses pistes, se protéger mutuellement. Jacob avait écouté en silence, son visage immobile dans l'obscurité. Puis il avait secoué la tête lentement, un geste qui pouvait signifier non. Non, il ne les accompagnerait pas. Samuel avait senti sa poitrine se serrer de déception. Mais alors Jacob avait posé une main sur l'épaule de Samuel, un geste rare chez lui, un contact humain qu'il s'autorisait rarement. Et il avait prononcé les seuls mots d'anglais qu'il ait jamais dits à voix haute sur cette plantation, dans un accent lourd et des mots mal prononcés, « Wait 2 days ». Attends 2 jours. Samuel n'avait pas compris. 2 jours pourquoi? 2 jours après quoi? Mais quelque chose dans le regard de Jacob, dans la pression de sa main sur son épaule,
l'avait convaincu de faire confiance, de ne pas poser plus de questions, de simplement attendre et voir. La nuit du vendredi 24 novembre, Samuel, Léa et Moses quittèrent Meadowbrook comme prévu. Ils attendirent que les patrouilles nocturnes passent, comptant les minutes dans l'obscurité étouffante de leur cabane. À minuit, quand tout sembla calme, ils se glissèrent dehors, portant leurs maigres provisions dans un sac de toile. Ils suivirent un plan simple que Samuel avait élaboré pendant des semaines. Traverser la forêt de pins, longer le marécage asséché, puis rejoindre un ancien chemin de chasse qui menait vers le nord-ouest. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jacob les avait suivis. Discrètement, à distance, invisible dans l'obscurité. Il connaissait les méthodes de pistage, savait comment marcher sans laisser de traces évidentes, comment utiliser le terrain pour masquer sa présence. Ses compétences lui venaient d'une vie antérieure, une vie dont personne à Meadowbrook ne soupçonnait l'existence. Jacob n'était pas né dans l'esclavage américain. Il venait d'Afrique de l'Est, des hautes terres entre les territoires Maasai et Kikuyu, là où les tribus guerrières avaient développé des traditions millénaires de chasse et de combat. Jeune guerrier, il avait été formé aux techniques de pistage, de combat, de survie. Il avait participé à des raids, gardé les troupeaux, appris à lire les traces et à se déplacer sans être détecté. Puis, il avait été capturé lors d'un raid par des marchands d'esclaves arabes. Enchaîné, emmené vers la côte. Le voyage vers les Amériques avait duré des mois. Entassé dans la cale d'un navire négrier, Jacob avait survécu là où tant d'autres mourraient. Il avait survécu en gardant une pensée. Un jour, il serait libre. Puis, vendu et revendu dans des circuits illégaux, chaque transaction effaçant son histoire. Mais on ne peut pas effacer ce qu'un homme est. Jacob avait conservé ses compétences. Il avait observé, appris, attendu. Le samedi, quand on découvrit les disparitions, personne ne remarqua l'absence de Jacob immédiatement. Ce n'est qu'au décompte du soir. Mais à ce moment-là, Jacob exécutait son plan. Des années plus tard, un ancien esclave nommé Elijah raconta qu'on avait aperçu Jacob le samedi près de la plantation, observant Thomas préparer sa chasse. Le dimanche après-midi, pendant que Thomas traquait Samuel et sa famille, Jacob se déplaçait parallèlement, invisible. Il atteignit le marécage avant Thomas. Il localisa Samuel, Léa et Moses. Ce qui se passa ensuite fut brutal. Jacob frappa Samuel et Léa, les assommant. Moses reçut l'ordre de se cacher dans un arbre creux. Puis Jacob arrangea les corps pour attirer Thomas. C'était un piège. Le chasseur devenait l'appât. Si cette histoire vous glace le sang, appuyez sur j'aime et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va arriver à Thomas. Croyez-vous qu'il survivra à cette nuit dans la forêt? Croyez-vous qu'il reverra l'aube ou que le chasseur deviendra définitivement la proie? Thomas et l'homme roulèrent au sol dans un enchevêtrement violent de membres, de terre et de feuilles mortes qui volaient dans toutes les directions. La torche enflammée fut projetée dans les feuilles sèches accumulées au fil des années, créant un risque immédiat d'incendie qui pourrait consumer toute la forêt. Le fusil, arraché des mains de Thomas par la violence de l'impact, fut projeté hors de portée, atterrissant quelque part dans l'obscurité grandissante avec un bruit sourd. Thomas sentit immédiatement des mains puissantes, dures comme de l'acier, agripper son cou avec une force qui dépassait tout ce qu'il avait jamais connu. Ses mains pressaient, avec une détermination terrifiante, cherchant méthodiquement à écraser sa trachée, à couper tout passage d'air vers ses poumons qui commençaient déjà à brûler. Les doigts s'enfonçaient profondément dans sa chair, cherchant les points précis qui causeraient le maximum de dommages. Ce n'était pas l'attaque désordonnée d'un homme désespéré. C'était la technique calculée de quelqu'un qui savait exactement comment tuer avec ses mains nues. Thomas sentit la panique monter en lui comme une marée noire. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il faisait face à sa propre mortalité imminente. Lui qui avait toujours été celui qui décidait de la vie et de la mort des autres, se trouvait maintenant dans la position inverse, impuissant sous la poigne d'un homme qu'il avait considéré comme sa propriété. L'ironie de la situation lui échappa complètement dans l'urgence du moment.
Il parvint à dégager son bras droit avec un effort désespéré et frappa au hasard vers le haut, son poing touchant quelque chose de dur, probablement la mâchoire ou le crâne de son adversaire. Le coup résonna douloureusement dans ses articulations. L'étreinte mortelle se relâcha légèrement, juste assez pour qu'il puisse aspirer une gorgée d'air brûlant dans ses poumons affamés. Il frappa à nouveau, et encore, utilisant toute sa force, toute son énergie de survie. Ses coups étaient maladroits, désespérés, mais portés avec la fureur d'un homme qui sent la mort approcher. Jacob grogna sous les coups, mais ne lâcha pas complètement prise. Ses mains restaient fermement autour du cou de Thomas, même si la pression diminuait légèrement à chaque impact. C'était un combat pour la survie dans sa forme la plus primitive, dépouillé de toute civilisation, de toute règle. Deux hommes dans la boue et les feuilles, luttant pour déterminer lequel verrait le prochain lever de soleil. Thomas parvint finalement à se dégager suffisamment pour tenter de ramper vers son fusil, qu'il apercevait vaguement dans la pénombre, à quelques mètres qui semblèrent des kilomètres. Ses mains griffaient le sol humide, s'accrochant à des racines, à des pierres, à tout ce qui pouvait lui donner un peu de traction. Mais une main de fer attrapa sa cheville droite et le tira brutalement en arrière avec une force irrésistible, le faisant glisser sur le ventre, son visage raclant contre les feuilles et la terre. Thomas se retourna avec un effort surhumain et frappa violemment avec son talon libre, visant le visage qu'il distinguait à peine dans l'obscurité. Il sentit l'impact contre quelque chose de mou, probablement le nez ou la bouche, entendit un grognement de douleur qui lui procura une satisfaction primitive. L'homme grogna profondément mais ne lâcha toujours pas prise, ses doigts serrant la cheville de Thomas comme un étau vivant qui refusait de céder. Thomas réussit à se retourner complètement, se retrouvant maintenant face à son attaquant, dans une position légèrement plus avantageuse. Dans la lumière mourante et vacillante de la torche qui avait roulé dans les feuilles et brûlait maintenant avec une flamme inégale et fumante, projetant des ombres dansantes sur tout ce qui les entourait, Thomas vit enfin clairement le visage de son adversaire pour la première fois depuis le début de cette lutte mortelle. C'était l'homme qu'il avait acheté en avril dernier, celui que le marchand Pemberton appelait simplement Jacob. Mais ce n'était plus du tout le travailleur silencieux et apparemment docile qui courbait la tête et obéissait aux ordres sans broncher. Ce n'était plus l'esclave qui acceptait les tâches les plus pénibles sans se plaindre. C'était un guerrier dans toute sa gloire terrifiante, les yeux brillants d'une détermination farouche et de quelque chose qui ressemblait à du triomphe anticipé. Les scarifications rituelles sur son visage étaient accentuées par l'ombre et la sueur qui coulaient en rivière, formant des motifs qui semblaient presque vivants dans la lumière dansante et trompeuse du feu. Les lignes géométriques complexes dessinaient sur sa peau une histoire que Thomas ne pouvait pas lire. Une histoire de guerre, d'initiation, d'appartenance à un monde que Thomas ne comprendrait jamais. Sa bouche était tordue en un rictus qui n'était pas vraiment un sourire, mais plutôt l'expression d'une volonté pure, inébranlable, la manifestation physique d'une détermination qui ne connaissait aucun compromis. Jacob parlait maintenant, mais pas en anglais. Des mots sortaient de sa bouche dans une langue que Thomas ne connaissait pas, ne reconnaissait même pas. Les sons étaient gutturaux, rythmé, prononcé avec une intensité qui en faisait presque un sortilège, une incantation, une malédiction lancée contre celui qui avait osé le réduire en esclavage. Le rythme était le même que celui du chant entendu plus tôt dans la forêt, régulier et implacable comme le battement d'un tambour de guerre. Thomas comprit soudain, avec une clarté glaciale qui traversa sa peur comme un éclair de lucidité, que cet homme n'était pas simplement un esclave rebelle qui tentait désespérément de s'échapper. Il était quelque chose que le système d'esclavage américain n'avait jamais prévu, n'avait jamais anticipé dans tous ses calculs et ses règlements. Un homme qui n'avait jamais accepté mentalement, pas même un seul instant, son asservissement. Un homme qui avait conservé intacte son identité de guerrier malgré les mois ou les années de captivité, malgré les chaînes, malgré le travail forcé, malgré toutes les tentatives de le briser. Et maintenant il inversait les rôles avec une précision méthodique qui suggérait une planification longue et détaillée.
Il utilisait les techniques du chasseur contre le chasseur lui-même, retournant l'arme de l'oppresseur contre l'oppresseur. Il avait transformé la chasse dominicale de Thomas en piège mortel, transformant le prédateur en proie avec une efficacité qui était presque artistique dans sa perfection. Le chasseur était devenu la proie, et le chasseur, Thomas réalisa avec une horreur grandissante, ne savait absolument pas comment être une proie. Toute sa vie, depuis son enfance dorée dans cette plantation, il avait été celui qui contrôlait, qui dominait, qui décidait de la vie et de la mort des autres. Il avait grandi dans un monde où son autorité était absolue, où sa parole était loi, où des centaines de personnes dépendaient de son bon vouloir pour leur survie quotidienne. Maintenant, pour la première fois de sa vie, il était à la merci de quelqu'un d'autre. Il était vulnérable, impuissant, dépendant de la clémence ou de la cruauté d'un homme qu'il avait traité comme du bétail. Et cette réalisation était peut-être plus terrifiante que la menace physique elle-même. C'était un bouleversement complet de l'ordre du monde tel qu'il le connaissait, une inversion qui remettait en question toutes les certitudes sur lesquelles il avait construit sa vie. Ils luttèrent dans la lumière mourante pendant ce qui sembla une éternité, roulant dans la boue et les feuilles mortes, chacun cherchant désespérément un avantage décisif qui mettrait fin au combat. Jacob était indéniablement plus fort, considérablement plus fort, ses muscles développés par des années de travail brutal, mais aussi par un entraînement guerrier que Thomas ne pouvait qu'imaginer. Ses techniques de combat étaient sophistiquées, affinées par des années d'entraînement tribal dans des terres lointaines, des mouvements fluides qui parlaient de maîtrise et d'expérience. Mais Thomas se battait avec l'énergie brute du désespoir, avec la conscience aiguë que perdre ce combat signifiait mourir seul dans cette forêt, que son corps ne serait peut-être jamais retrouvé, qu'il deviendrait juste une autre personne disparue dans les bois dangereux de Caroline du Sud. Et il était plus lourd que Jacob, mieux nourri par des décennies de vie privilégiée, avec une masse corporelle qui pouvait compenser en partie le désavantage technique. Le combat se poursuivit, brutal et primitif. Les deux hommes étaient maintenant couverts de boue, de sang et de sueur. La respiration de Thomas était laborieuse, sifflante, ses côtes protestaient douloureusement à chaque inspiration. Son visage était égratigné par les branches et les ronces, ses vêtements déchirés en plusieurs endroits. Jacob saignait aussi, du nez et d'une coupure au-dessus de l'œil droit, mais il ne semblait pas le remarquer, concentré uniquement sur son objectif. Thomas parvint finalement, dans un moment de chance désespéré, à atteindre le pistolet qui était toujours attaché à sa ceinture. Ses doigts, tremblants et engourdis, s'enroulèrent maladroitement autour de la crosse familière. Cette sensation qui lui avait toujours procuré un sentiment de pouvoir et de contrôle. Il tenta de le sortir de son étui, luttant contre le cuir mouillé qui retenait l'arme, contre ses propres mains qui ne répondaient plus correctement à ses commandes. Jacob vit l'arme et tenta immédiatement de saisir le poignet de Thomas, ses doigts se refermant comme un étau. Mais Thomas fut légèrement plus rapide cette fois. Il parvint à dégager complètement l'arme, à pointer le canon vers le corps massif de son adversaire, qui se trouvait maintenant à bout portant, si proche qu'il était impossible de manquer. Il pressa la détente avec toute la force qui lui restait, son doigt tremblant sur le métal froid. Le coup résonna dans la forêt comme le tonnerre dans un ciel d'orage, un son assourdissant qui fit taire instantanément tous les bruits nocturnes. Les oiseaux qui s'étaient posés après le précédent coup de feu s'envolèrent à nouveau dans un nuage paniqué. Les chiens survivants, quelque part dans l'obscurité, jappèrent nerveusement. Jacob recula brusquement, violemment, touché à l'épaule gauche à courte distance. Du sang commença immédiatement à tremper sa chemise déchirée, formant une tache sombre qui s'élargissait rapidement sur le tissu grossier. La balle avait traversé les chairs, créant une blessure qui devait être atrocement douloureuse. Mais il ne tomba pas comme Thomas l'avait espéré, attendu, prié pour qu'il arrive. Au lieu de cela, Jacob se redressa presque immédiatement, une main pressée fermement contre sa blessure pour tenter d'arrêter l'hémorragie.
Son visage se tordit de douleur pendant une fraction de seconde, mais cette expression fut rapidement remplacée par quelque chose de plus froid, de plus déterminé encore. Ses yeux rencontrèrent ceux de Thomas une dernière fois, et dans ce regard, Thomas vit quelque chose qui le glaça jusqu'aux os. Pas de la peur, pas de la défaite, mais plutôt une promesse silencieuse. Une promesse que ce n'était pas terminé, que ce combat n'était qu'une bataille dans une guerre plus longue. Puis Jacob recula stratégiquement dans l'obscurité qui engloutissait maintenant presque complètement la forêt, disparaissant entre les arbres noueux avec cette agilité déconcertante qu'il avait manifestée tout l'après-midi, comme s'il faisait partie de la forêt elle-même. En quelques secondes, il fut invisible, ne laissant que des traces de sang sur les feuilles mortes et un silence oppressant qui semblait vibrer de menace. Thomas resta au sol pendant un long moment, haletant comme un animal blessé, tremblant de façon incontrôlable. Ses mains secouaient si violemment qu'il faillit lâcher le pistolet maintenant vide. Sa main était toujours serrée sur l'arme avec une force qui faisait blanchir ses articulations, comme si le pistolet était la seule chose qui le rattachait encore à la réalité. Il avait gagné ce round, il avait survécu à l'attaque. Mais au fond de lui, dans un endroit qu'il ne voulait pas examiner de trop près, qu'il refusait d'explorer pleinement, il savait avec une certitude absolue que ce n'était pas terminé. Cet homme, Jacob, ne renoncerait pas. Il était blessé, certainement, peut-être même grièvement. Mais il n'était pas vaincu, pas brisé, pas soumis. Et maintenant, il avait une raison supplémentaire de vouloir la mort de Thomas. Une raison personnelle et viscérale qui s'ajoutait à toutes les autres injustices accumulées. Thomas resta encore quelques minutes au sol, essayant de reprendre son souffle, essayant de calmer les tremblements qui secouaient son corps entier. Puis, lentement, douloureusement, il se releva sur des jambes qui menaçaient de céder sous lui. Chaque muscle de son corps protestait, chaque articulation semblait avoir été tordue ou étirée au-delà de ses limites naturelles. Il récupéra son fusil avec des gestes maladroits, vérifia qu'il n'était pas endommagé, puis rassembla les chiens terrorisés qui s'étaient dispersés pendant le combat et qui maintenant revenaient vers lui en rampant presque, la queue entre les pattes, les oreilles aplaties contre le crâne. César et Ajax étaient couverts de boue, leurs yeux montraient le blanc de la peur. Brutus boitait toujours, et Hannibal était quelque part dans la forêt, probablement mort de ses blessures. La torche s'était éteinte complètement maintenant dans les feuilles humides, ne laissant que des braises fumantes. Thomas utilisa son briquet à silex pour en allumer une nouvelle, ses mains tremblant tellement qu'il lui fallut plusieurs tentatives frustrantes avant de réussir à créer une étincelle suffisante. Puis, il se mit en marche vers la plantation aussi vite que sa fatigue, sa douleur et sa peur le permettaient, regardant constamment derrière lui, sursautant à chaque bruit dans les buissons, à chaque craquement de branches, s'attendant à chaque instant à ce que Jacob surgisse à nouveau de l'obscurité pour terminer ce qu'il avait commencé. Chaque ombre semblait cacher une menace, chaque mouvement du vent dans les feuilles semblait être le bruit de pas qui le suivaient. Le trajet de retour fut un cauchemar interminable. Thomas se perdit 2 fois, prenant de mauvaises directions dans l'obscurité complète, devant revenir sur ses pas en jurant. Il trébucha sur des racines invisibles, se prit les pieds dans des lianes, faillit tomber dans un fossé rempli d'eau stagnante. Les chiens le suivaient en gémissant, aussi effrayés que leur maître. Il émergea finalement de la forêt 2 heures plus tard, bien après la tombée complète de la nuit épaisse et sans lune. Le ciel était couvert, aucune étoile ne brillait pour l'orienter. Il était déchiré par les ronces et les branches basses, sanglant de plusieurs coupures et écorchures, épuisé mentalement et physiquement au-delà de tout ce qu'il avait jamais connu. Son visage était méconnaissable, couvert de boue séchée et de sang, ses vêtements coûteux réduits à des haillons. Les contremaîtres qui surveillaient la propriété avec des lanternes, de plus en plus inquiets de son absence prolongée qui dépassait maintenant largement ses habitudes, furent stupéfaits de le voir dans cet état lamentable.
Thomas Rutledge, toujours si composé, si maître de lui-même, si impeccablement habillé et coiffé, apparaissait maintenant comme un homme brisé, hagard, les yeux écarquillés par une peur qui ne le quitterait plus jamais complètement, le souffle court et irrégulier. William Hendricks se précipita vers lui, suivi des autres contremaîtres. « Monsieur Rutledge, que s'est-il passé? Êtes-vous blessé ?» Nous étions sur le point d'organiser une équipe de recherche. Thomas mit plusieurs secondes à répondre, comme s'il devait se rappeler comment former des mots cohérents. Jacob, réussit-il finalement à articuler, sa voix rauque et brisée. L'homme acheté en avril, il m'a attaqué. Il a assommé Samuel et Léa. Il m'a tendu un piège. Il faut l'arrêter. Il ordonna immédiatement d'une voix qui reprenait progressivement son autorité habituelle, malgré sa fatigue évidente, qu'une battue massive soit organisée pour retrouver Jacob. 20 hommes armés devaient repartir dès l'aube, accompagnés de tous les chiens disponibles dans la plantation et même d'animaux empruntés aux propriétés voisines. Il voulait cet homme retrouvé, capturé vivant si possible pour pouvoir le punir de manière exemplaire et publique, et puni de manière à ce que chaque esclave de la région se souvienne pendant des générations de ce qui arrive à ceux qui osent lever la main sur un homme blanc. Mais avant cela, il devait se nettoyer, se soigner, essayer de dormir. Il entra dans la grande maison en trébuchant presque, laissant des traces de boue sur les tapis persans coûteux que sa femme chérissait. Catherine descendit l'escalier en robe de chambre, réveillée par le bruit, et porta une main à sa bouche en voyant l'état de son mari. « Thomas, mon Dieu, que t'est-il arrivé ?» Mais Thomas ne répondit pas. Il monta directement à sa chambre, se débarrassa de ses vêtements ruinés qu'il jeta dans un coin, et se lava le visage et les mains dans la bassine préparée par les domestiques. L'eau devint rapidement rouge et boueuse. Il examina ses blessures dans le miroir. Rien de grave, principalement des écorchures et des contusions, mais son cou portait les marques violacées distinctes des doigts de Jacob, des ecchymoses qui mettraient des semaines à disparaître et qui le forceraient à porter des cravates hautes pour les cacher. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas du tout. Il resta assis dans son bureau, un pistolet chargé sur la table devant lui, une bouteille de whisky à moitié vide à portée de main, sursautant à chaque craquement de la maison qui se refroidissait dans la nuit, imaginant Jacob escaladant les murs comme une araignée géante, s'introduisant par une fenêtre, venant terminer ce qu'il avait commencé dans la forêt. Chaque ombre dans les coins de la pièce semblait prendre la forme d'un homme grand avec des scarifications rituelles. Chaque bruit dans la maison le faisait bondir, la main se précipitant vers le pistolet. L'aube lui parut interminable à venir, comme si le soleil lui-même hésitait à se lever sur cette journée nouvelle. Quand les premières lueurs grises apparurent enfin à l'horizon, Thomas n'avait pas fermé l'œil, son esprit rejouant encore et encore le combat dans la forêt, analysant chaque moment, chaque décision. Les hommes partirent dès que la lumière fut suffisante pour voir, formant une ligne d'une vingtaine de personnes qui balayeraient méthodiquement la forêt. Ils retrouvèrent Samuel et Léa près du cours d'eau, encore inconscients mais vivants, respirant faiblement. Leurs blessures à la tête étaient inquiétantes, les crânes présentant des bosses impressionnantes. Ils furent ramenés immédiatement à la plantation, où le médecin local, le docteur Simmons, fut appelé d'urgence pour les soigner. Il examina longuement les blessures, nettoya les plaies, appliqua des compresses froides. « Ils ont eu de la chance », déclara-t-il finalement à Thomas. Les coups étaient précis, calculés pour assommer sans tuer. Celui qui a fait cela savait exactement où frapper. Ils devraient survivre, mais ils auront besoin de repos pendant plusieurs semaines. Moses fut découvert caché dans un arbre creux, exactement où Jacob l'avait envoyé, recroquevillé dans le tronc creux, comme un petit animal terrifié. L'enfant était traumatisé, incapable de parler pendant plusieurs jours, ses yeux grands ouverts fixant le vide. Quand il retrouva finalement l'usage de la parole, il ne put raconter que des bribes confuses de cette nuit, des images fragmentées qui ne formaient pas un récit cohérent.
Mais Jacob resta obstinément introuvable malgré tous les efforts. Les chiens suivirent des pistes qui se terminaient invariablement dans les marécages les plus profonds, là où même les hommes les plus courageux hésitaient à s'aventurer. Des traces de sang suggéraient qu'il était blessé, peut-être grièvement, mais rien ne permettait de le localiser avec précision. Il semblait avoir tout simplement disparu dans les profondeurs de la forêt, absorbé par la terre elle-même. Les recherches continuèrent pendant une semaine entière, puis 2, puis 3. Les hommes revenaient chaque soir épuisés, frustrés, bredouilles. Toutes les plantations environnantes dans un rayon de 50 km furent alertées, leurs contremaîtres mis en état d'alerte maximale. Des patrouilleurs professionnels furent engagés à prix d'or, des hommes qui se vantaient de n'avoir jamais échoué à capturer un fugitif, qui avaient des années d'expérience et des techniques éprouvées. Des récompenses furent offertes, augmentant progressivement jusqu'à atteindre une somme considérable. D'abord $50 pour des informations fiables menant à sa capture, puis $100 pour sa capture vivante, puis même $150, une fortune pour la plupart des gens. Des affiches furent imprimées et distribuées dans toutes les villes de la région, décrivant Jacob en détail. Homme de grande taille, scarification rituelle distinctive sur le visage et les épaules, considéré comme extrêmement dangereux, ne pas approcher seul. Mais Jacob avait disparu aussi complètement que s'il n'avait jamais existé, comme s'il avait été un fantôme ou un esprit plutôt qu'un homme de chair et de sang. Aucune trace fiable, aucun témoignage crédible, aucune piste sérieuse. C'était comme si la forêt l'avait avalé et refusait de le rendre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, devenir juste un incident violent parmi tant d'autres dans une plantation du Sud, une note de bas de page oubliée dans les registres poussiéreux. Mais ce qui se passa ensuite, lentement, progressivement, sur des mois et des années, transforma cet événement en légende murmurée, en histoire qui traversa les générations d'esclaves du Sud, répétée à voix basse dans les cabanes sombres, transmise comme un message d'espoir ou de vengeance possible selon la perspective de celui qui écoutait. Jacob fut aperçu. Pas à Meadowbrook, jamais à Meadowbrook où tous le cherchaient activement, mais dans d'autres plantations dispersées à travers toute la région de Caroline du Sud et même au-delà. À intervalles irréguliers, séparés parfois de plusieurs semaines ou même de plusieurs mois, des esclaves rapportaient dans des chuchotements prudents avoir vu un homme grand, imposant, avec des scarifications rituelles distinctives sur le visage, qui apparaissait mystérieusement la nuit dans les quartiers des esclaves comme un fantôme bienveillant. Il ne restait jamais longtemps au même endroit, peut-être 1 heure, rarement plus, conscient que chaque minute augmentait le risque d'être découvert. Il parlait avec certaines personnes spécifiques, celles qui semblaient planifier des évasions ou qui avaient des questions désespérées sur les routes vers le nord. Il leur transmettait des informations précieuses, vitales. Des routes secrètes que les patrouilleurs ne surveillaient pas, des maisons sûres où ils seraient accueillis, des noms de personnes qui pourraient les aider, des techniques pour éviter les chiens, des conseils sur comment survivre dans la nature hostile. Puis, il disparaissait avant l'aube, se fondant dans l'obscurité avant que les surveillants ne commencent leur ronde matinale, ne laissant aucune trace de son passage au-delà des souvenirs de ceux à qui il avait parlé. Les esclaves qu'il avait rencontrés parlaient de lui avec un mélange de crainte respectueuse et d'espoir renouvelé, comme s'ils avaient rencontré un ange vengeur ou un esprit protecteur. Ces apparitions suivaient un pattern que les autorités locales mirent longtemps à reconnaître. Jacob semblait cibler méthodiquement les personnes qui planifiaient des évasions, comme s'il avait développé un 6e sens pour identifier ceux qui avaient la détermination nécessaire pour tenter la fuite. Comment il les identifiait restait un mystère. Peut-être observait-il simplement et reconnaissait les signes subtils. Les regards furtifs, les conversations à voix basse, la préparation discrète de provisions. Peut-être avait-il développé un réseau d'informateurs, d'autres esclaves qui lui faisaient passer des messages sur qui pourrait avoir besoin d'aide.
Des fugitifs commencèrent à réussir leurs évasions avec un taux de succès inhabituellement et statistiquement significativement élevé dans toute la région de Beaufort et même au-delà. Entre 1844 et 1850, le nombre de fugitifs qui disparaissaient sans jamais être retrouvés augmenta de manière dramatique, passant de peut-être 2 ou 3 par an à plus de 15 certaines années. Les propriétaires organisèrent des réunions spéciales d'urgence pour discuter sérieusement du problème croissant, cherchant désespérément à comprendre ce qui avait changé, pourquoi leur système de contrôle éprouvé ne fonctionnait plus aussi efficacement. Les fugitifs qui réussissaient connaissaient des chemins secrets que même les patrouilleurs les plus expérimentés ne surveillaient pas ou ne connaissaient pas. Ils évitaient systématiquement les pièges habituels, les routes traditionnellement empruntées par les fugitifs, les points de contrôle où les patrouilleurs attendaient. Ils savaient exactement où trouver de l'eau potable sans s'exposer, où dormir en relative sécurité, qui contacter dans les villes et villages pour obtenir de l'aide discrète. Cette connaissance détaillée ne pouvait venir que d'une source extérieure bien informée. Quelqu'un qui comprenait intimement le système et savait comment le contourner méthodiquement. Certains racontaient, une fois arrivés dans les États libres, après des semaines ou des mois de voyage périlleux à travers des territoires hostiles, qu'un homme les avait guidés personnellement une partie du chemin, parfois pendant plusieurs jours. Un homme qui ne parlait presque pas, qui communiquait principalement par gestes économes et signes convenus, mais qui semblait connaître le territoire mieux que quiconque, qui pouvait lire la forêt comme d'autres lisent des livres. Un homme avec des marques rituelles sur le visage, qui parlait d'une origine africaine, d'une vie avant l'esclavage, qui n'avait jamais été complètement effacée. Une femme nommée Sarah, qui réussit miraculeusement à atteindre Philadelphie en Pennsylvanie en 1847 après un voyage de plusieurs mois, raconta à un agent du chemin de fer clandestin, dans un témoignage détaillé, qu'un homme l'avait trouvée alors qu'elle était complètement perdue et affamée dans une forêt dense de Caroline du Sud plusieurs jours après sa fuite. Elle errait en cercle, désespérée, prête à abandonner et à se rendre. Il est apparu comme une ombre, raconta-t-elle, ses yeux s'élargissant au souvenir. Je ne l'ai pas entendu arriver, il était simplement là. J'ai eu peur d'abord, pensant que c'était un patrouilleur. Mais il m'a fait signe de me taire et m'a donné de la nourriture, du pain et de la viande séchée. Il m'a guidé pendant 3 jours entiers jusqu'à la frontière de la Caroline du Nord, marchant toujours la nuit, dormant le jour dans des endroits secrets. Il connaissait chaque arbre, chaque ruisseau, chaque chemin. Puis, à la frontière, il a simplement pointé vers le nord et est reparti dans la direction d'où nous étions venus, retournant vers les dangers qu'il m'avait aidé à fuir. Elle avait voulu le remercier plus abondamment, lui avait demandé son nom pour pouvoir se souvenir de lui dans ses prières, mais il n'avait pas répondu verbalement. Il avait simplement posé brièvement une main sur son épaule, dans un geste qui semblait à la fois une bénédiction et un adieu. Puis il avait disparu dans la forêt avant même que le soleil ne se lève complètement. Elle ne l'avait jamais revu, mais elle n'avait jamais oublié ses yeux, son silence, sa présence tranquille et rassurante, qui parlait de force et de détermination inébranlables. Thomas Rutledge mourut en 1852, à l'âge de 48 ans seulement, relativement jeune pour les standards de l'époque parmi la classe aisée. La cause officielle enregistrée dans les documents municipaux fut une fièvre qui l'emporta en 3 jours, une maladie soudaine et foudroyante qui le consuma malgré tous les soins du meilleur médecin de Charleston, le docteur Harrison, qui avait pourtant traité avec succès des dizaines de cas similaires. Mais certains esclaves de Meadowbrook murmurèrent entre eux une version différente. Un récit alternatif qui circula dans les cabanes, mais ne fut jamais officiellement enregistré. Il disait que Thomas était mort de peur plutôt que de fièvre, que ses derniers jours avaient été marqués par des délires constants et terrifiants où il criait qu'on venait le chercher, que l'homme aux scarifications se tenait au pied de son lit, qu'il entendait ce chant étrange qu'il avait hanté dans la forêt 9 ans plus tôt. Catherine, sa veuve,
confirma involontairement une partie de ces rumeurs dans une lettre privée à sa sœur qui fut découverte des décennies plus tard. « Thomas n'a jamais été le même après cette nuit de novembre », écrivit-elle. Il sursautait au moindre bruit, faisait des cauchemars presque chaque nuit, refusait de s'aventurer seul dans les bois. Quelque chose s'était brisé en lui cette nuit-là, quelque chose qui ne s'est jamais réparé. Son fils, Edmund Jr., hérita de Meadowbrook à 24 ans et continua l'exploitation de la plantation jusqu'à ce que la guerre civile vienne tout bouleverser une décennie plus tard. Mais la famille ne retrouva jamais la prospérité et le succès des années précédant novembre 1843. Les fugues se multiplièrent de manière exponentielle, devenant presque impossibles à contrôler malgré tous les efforts et toutes les mesures de sécurité renforcées. En 1858, une année particulièrement difficile, 15 personnes disparurent en seulement 12 mois, un chiffre sans précédent qui représentait 5% de la population totale des esclaves de la plantation. Edmund Jr. dut vendre une partie substantielle des terres et même certains esclaves pour compenser les pertes financières importantes causées par cette hémorragie constante de main-d'œuvre. La réputation de Meadowbrook souffrit également, d'autres propriétaires chuchotant que les Rutledge avaient perdu le contrôle de leurs propriétés. Des documents découverts bien plus tard, dans les années 1900, dans les archives du Freedmen's Bureau, l'agence fédérale créée après la guerre civile spécifiquement pour aider les anciens esclaves à s'intégrer dans la société en tant que personnes libres, contiennent des témoignages intrigants et détaillés qui jettent une lumière fascinante sur ces événements. Entre 1865 et 1870, des agents du bureau interviewèrent systématiquement des centaines d'anciens esclaves à travers tout le Sud, collectant leurs histoires personnelles, documentant leurs expériences, créant une archive précieuse de voix qui autrement auraient été perdues. Plusieurs personnes ayant fui les plantations de Caroline du Sud entre 1843 et 1860 mentionnèrent spécifiquement l'aide cruciale d'un homme qu'ils appelaient par différents noms, le guide, l'ombre, le fantôme de la forêt ou parfois simplement le guerrier. Mais malgré la diversité des noms, les descriptions physiques correspondaient remarquablement d'un témoignage à l'autre. Homme grand, très grand, dépassant largement la taille moyenne. Scarification rituelle distinctive et complexe sur le visage et les épaules, indiquant une origine tribale africaine. Très peu bavard au point d'être presque muet. Connaissance extraordinaire et presque surnaturelle du terrain et des techniques de survie. Un témoignage en particulier retint l'attention des historiens qui étudièrent ces archives des décennies plus tard. Moses, le fils de Samuel et Léa, qui avait été un enfant terrifié de 12 ans lors de l'incident de novembre 1843, fut interviewé en 1866 par un agent méticuleux du Freedmen's Bureau nommé James Patterson. Moses avait maintenant 25 ans et travaillait comme charpentier qualifié à Charleston, gagnant honnêtement sa vie en tant qu'homme libre, propriétaire de sa propre petite maison et de ses outils. Son témoignage, préservé dans un cahier à la couverture en cuir maintenant craquelé par le temps, était remarquablement détaillé pour des événements survenus plus de 20 ans auparavant. Il raconta comment, cette nuit terrifiante dans la forêt, l'homme appelé Jacob l'avait trouvé caché avec ses parents près du ruisseau. Il avait vu Jacob frapper son père et sa mère, les assommant méthodiquement, et pendant un instant terrifiant qui semblait durer une éternité, il avait cru avec certitude qu'ils allaient tous mourir, que cet homme étrange allait les tuer tous les trois. Mais Jacob s'est alors tourné vers moi, raconta Moses à l'agent Patterson. Il s'est agenouillé pour être à ma hauteur. Il avait du sang sur les mains, le sang de mon père et de ma mère, et j'étais pétrifié. Mais il m'a regardé dans les yeux et il m'a fait comprendre par geste que mes parents n'étaient pas morts, seulement endormis. Il a posé un doigt sur ses lèvres pour me signifier le silence absolu, puis il m'a guidé vers un arbre creux à quelques dizaines de mètres de là où il m'a dit de me cacher et de ne pas bouger quoi qu'il arrive. Avant de partir pour tendre son piège à Thomas,
Jacob avait parlé à Moses en anglais approximatif, avec un accent lourd mais des mots parfaitement clairs et compréhensibles. « Pas peur. Je chasse le chasseur. Tu restes ici. Demain, homme blanc, trouve-toi. Tu vas maison. Un jour, tu vas liberté. Tu rappelles toujours, personne propriété de personne. » Moses expliqua à Patterson qu'il n'avait compris le sens profond et la portée complète de ces mots que des années plus tard, après avoir entendu d'autres histoires circulant dans la communauté des anciens esclaves sur Jacob et ses actions. L'homme n'était pas en train de fuir pour sauver sa propre vie cette nuit-là dans la forêt. Il chassait intentionnellement. Il traquait Thomas Rutledge avec la même détermination implacable, la même méthode calculée que Thomas traquait les esclaves fugitifs depuis des années. Il avait sacrifié sa propre chance de fuir et d'atteindre la liberté pour confronter le chasseur. Continua Moses, sa voix prenant une tonalité respectueuse et admirative. Pour inverser les rôles, pour prouver qu'un homme réduit en esclavage n'était pas une proie sans défense qui devait simplement accepter son sort, mais pouvait être un prédateur tout aussi dangereux, tout aussi méthodique, tout aussi implacable. Il nous a enseigné quelque chose de crucial cette nuit-là, même si je n'ai compris la leçon que bien plus tard. Que le pouvoir n'est pas permanent, que les chasseurs peuvent devenir les chassés, que l'ordre établi peut être inversé. D'autres détails fascinants émergèrent progressivement au fil des ans, des fragments d'informations qui, lentement assemblés comme les pièces d'un puzzle complexe, formaient un portrait incomplet mais néanmoins fascinant. Un médecin de campagne nommé Dr. Aldrich, qui avait brièvement pratiqué dans une plantation voisine de Meadowbrook en 1845 avant de déménager en Géorgie, rapporta dans son journal personnel détaillé avoir soigné en secret, sous une menace implicite mais claire, des blessures par balle sur un homme correspondant précisément à la description de Jacob. « L'homme est apparu à ma porte une nuit de janvier », écrivit Aldrich dans son journal. Grande stature, scarifications rituelles africaines, une blessure par balle à l'épaule gauche qui montrait des signes d'infection partielle. Il n'a pas parlé, se contentant de me montrer la blessure et de poser sur ma table quelques pièces d'or dont je me suis demandé comment il les avait obtenues. J'ai compris, sans qu'il ait besoin de le dire, qu'il serait dangereux de refuser ou de le dénoncer aux autorités. J'ai extrait la balle, nettoyé et drainé la plaie infectée, appliqué des compresses et des bandages. Il a survécu à une blessure qui aurait tué un homme normal, soit par l'hémorragie initiale, soit par l'infection qui suivit. Sa constitution était remarquable. Il est parti dès qu'il a pu marcher sans aide, en portant les bandages supplémentaires que je lui avais donnés. Je ne l'ai jamais revu, mais j'ai entendu des histoires par la suite qui correspondaient à sa description. Un marchand itinérant prospère, nommé Josiah Crawford, qui voyageait à travers les États du Sud dans les années précédant la guerre civile en vendant divers produits et nouvelles, racontait dans les tavernes où il s'arrêtait pour la nuit devant des auditoires fascinés qu'il avait rencontrés dans un campement clandestin près de la frontière entre la Caroline du Sud et la Caroline du Nord, un homme, et très grand, imposant, avec des scarifications rituelles complexes, qui semblait coordonner de manière sophistiquée les mouvements de groupes de fugitifs à travers plusieurs États simultanément. Il avait une sorte de carte mentale de toute la région, raconta Crawford. Il connaissait les routes sûres, les maisons où on pouvait frapper, les endroits dangereux à éviter absolument. Il parlait plusieurs langues africaines que je ne pouvais pas identifier et servait d'interprète et de guide pour ceux qui ne comprenaient pas encore bien l'anglais et se sentaient complètement perdus dans ce pays étranger et hostile. Il y avait autour de lui une aura d'autorité naturelle et de respect. Les autres fugitifs l'écoutaient sans question, lui faisaient confiance implicitement avec leur vie. Il était comme un général organisant une campagne militaire, mais une campagne pour la liberté plutôt que pour la conquête. Mais personne ne sut jamais avec une certitude absolue ce qu'était devenu Jacob finalement, où il avait terminé sa vie, s'il avait trouvé la paix ou était mort dans la violence. Son histoire se perdit progressivement dans les brumes du temps et des récits contradictoires qui se multipliaient. Certains affirmèrent avec conviction
qu'il avait été capturé et exécuté en 1857 lors d'une embuscade sanglante contre un groupe de fugitifs en Virginie, son corps criblé de nombreuses balles et jeté sans cérémonie dans une fosse commune non marquée avec les autres victimes. D'autres jurèrent l'avoir vu bien après la guerre de sécession, âgé mais toujours vigoureux et imposant, vivant paisiblement dans une communauté prospère d'anciens esclaves en Caroline du Nord, respecté par tous comme un sage et un héros, entouré de petits-enfants qui écoutaient avec des yeux émerveillés ces histoires de l'ancien temps. Un témoignage particulièrement troublant et romantique, recueilli par un historien amateur passionné en 1890, suggérait que Jacob était finalement retourné en Afrique, retourné à sa terre natale grâce aux efforts complexes de la American Colonization Society, organisation controversée qui facilitait le retour d'anciens esclaves au Libéria. Selon ce témoignage non vérifié, un homme correspondant précisément à sa description aurait embarqué sur un navire à Norfolk en Virginie en 1863, ne laissant aucune trace documentée de son passage en Amérique au-delà des histoires qu'il avait inspirées et des vies qu'il avait sauvées. Le témoin, un docker qui travaillait sur les quais, se souvenait de l'homme parce qu'il avait regardé longuement vers l'ouest avant de monter à bord, comme s'il faisait ses adieux silencieux à quelque chose ou quelqu'un qu'il laissait derrière lui. Ce qui est absolument certain et documenté par de multiples sources indépendantes, ce sont les effets mesurables et statistiquement significatifs de ces actions sur toute la région. Entre 1843 et 1860, les 17 années qui séparent l'incident dans la forêt du début de la guerre civile, la région autour du comté de Beaufort en Caroline du Sud connut un nombre inhabituellement et significativement élevé de fuites réussies d'esclaves. Les registres méticuleux des plantations, tenus avec soin par les propriétaires qui suivaient leurs biens comme n'importe quel investissement, montrent une augmentation statistiquement significative et impossible à ignorer du nombre d'esclaves portés disparus et jamais retrouvés malgré toutes les recherches. Les planteurs, de plus en plus inquiets et frustrés par cette tendance qu'ils ne comprenaient pas et ne pouvaient pas contrôler, organisèrent des réunions régionales spéciales et urgentes pour discuter sérieusement du problème croissant. Ils engagèrent plus de patrouilleurs professionnels, payés avec de meilleurs salaires pour améliorer leur motivation. Ils durcirent encore les punitions pour les tentatives de fuite, pensant que la peur accrue dissuaderait les candidats. Ils resserrèrent les systèmes de surveillance, réduisant les libertés de mouvement même pendant les rares moments de repos. Rien n'y fit complètement ou durablement. En 1850, un groupe de propriétaires influents et politiquement connectés de Caroline du Sud envoya même une pétition formelle et détaillée au gouverneur de l'État, demandant une intervention militaire directe pour contrôler ce qu'ils appelaient, dans des termes dramatiques, une insurrection organisée et coordonnée d'esclaves fugitifs qui menacent les fondements même de notre société et de notre économie. La pétition, conservée dans les archives de l'État, mentionnait spécifiquement et avec inquiétude un individu ou plusieurs individus opérant de manière hautement coordonnée et sophistiquée pour faciliter les évasions massives et systématiques. Le gouverneur répondit en augmentant temporairement les patrouilles d'État et en allouant des fonds supplémentaires pour la capture des fugitifs, mais le problème fondamental persista et même s'intensifia. Les fuites continuèrent, régulières comme le tic-tac d'une horloge, érodant lentement mais sûrement le système qui semblait si solide et permanent. Les esclaves, eux, dans leurs cabanes sombres éclairées seulement par des bougies ou des feux tremblants, se transmettaient des histoires précieuses. Des histoires sur l'homme qui avait chassé le chasseur, qui avait inversé les rôles établis. Sur le guerrier qui refusait obstinément d'être brisé, malgré toutes les tentatives. Sur celui qui transformait les armes et les techniques de l'oppression contre les oppresseurs eux-mêmes avec une efficacité qui faisait presque penser à de la magie. Ces histoires étaient racontées à voix basse pour ne pas être entendues par les surveillants, chantées dans des chansons codées et ambiguës pendant le travail dans les champs, transmises soigneusement de génération en génération comme un trésor précieux d'espoir et de résistance possible.
Elle servait de rappel constant que le pouvoir n'était pas absolu, que les chaînes pouvaient être brisées, que la résistance était possible même dans les circonstances les plus désespérées. Thomas Rutledge, dans les 9 années qui suivirent son affrontement traumatisant avec Jacob dans la forêt, nota dans son journal personnel plusieurs réflexions troublantes et inhabituellement introspectives qui révèlent comment cet incident unique avait profondément ébranlé ses certitudes les plus fondamentales sur le monde et sa place en son sein. Il écrivait en 1846, 3 ans après les événements qu'il avait remarqués. « Je me suis toujours considéré comme un homme rationnel et éclairé, guidé par la logique et l'ordre naturel des choses tels qu'établis par Dieu et la nature. J'ai défendu notre système comme nécessaire et juste, fondé sur les différences naturelles et évidentes entre les races, que tout homme raisonnable peut observer. Mais depuis cette nuit terrifiante, dans la forêt, je comprends que j'ai vécu dans une illusion confortable et dangereuse. Nous croyons contrôler ces gens par la force, par les chaînes et les fouets, par la surveillance et les punitions. Mais nous ne contrôlons réellement que leur corps. Leurs esprits restent libres, complètement libres, et un esprit libre est plus dangereux que n'importe quelle arme forgée par l'homme. Cet homme, Jacob, m'a montré la vérité que nous refusons tous collectivement de voir, que nous devons refuser de voir pour maintenir notre mode de vie, qu'ils sont humains, totalement et complètement humains, et que cette humanité niée et opprimée se vengera inévitablement un jour de nous tous. Cette entrée de journal, écrite de sa main dans une écriture qui devient plus tremblante et irrégulière vers la fin, fut l'une des rares fois où Thomas admit, même dans le privé de son journal personnel, que le système qu'il défendait publiquement et dont il profitait matériellement avait des failles morales et pratiques fondamentales, que la violence et le contrôle total ne pouvaient pas vraiment en briser l'esprit humain ou éliminer le désir inné de liberté. Mais comprendre intellectuellement n'est pas la même chose que changer concrètement ses actions, et Thomas ne changea pas ses pratiques pour autant. Il continua à exploiter sa plantation comme auparavant, à acheter et vendre des êtres humains comme du bétail, à administrer des punitions brutales pour maintenir l'ordre et la discipline. Mais quelque chose d'intangible en lui s'était irrémédiablement brisé cette nuit-là dans la forêt sombre, quelque chose que même lui ne pouvait pas complètement identifier ou nommer. Le chasseur avait découvert de manière viscérale et traumatisante ce que signifiait être traqué, être la proie plutôt que le prédateur, être impuissant face à un adversaire supérieur. Et cette connaissance terrifiante l'avait marqué à jamais d'une manière qui ne pouvait pas être effacée ou oubliée, créant une fissure permanente dans sa certitude et son assurance, qui ne se referma jamais complètement, même avec le passage des années. Il mourut avec cette fissure toujours présente, cette blessure psychologique qui ne guérit jamais. Pensez-vous que tout cela s'est vraiment passé exactement comme raconté? Que Jacob était un homme réel en chair et en os, et a vraiment inversé les rôles du chasseur et de la proie dans cette forêt de Caroline du Sud? Les documents historiques existent, fragmentaires et dispersés dans diverses archives de Charleston à Columbia, accessibles à ceux qui cherchent. Les témoignages détaillés subsistent, enregistrés méticuleusement par le Freedmen's Bureau et préservés dans leurs archives. Les registres des plantations montrent effectivement une augmentation mesurable et statistiquement significative des fuites réussies dans la région de Beaufort pendant cette période précise. Mais comme pour toutes les histoires de cette époque sombre et troublée, la frontière exacte entre faits historiques vérifiables et légendes embellies reste délibérément floue, intentionnellement obscurcie par ceux qui avaient tout intérêt à ce que certaines vérités dérangeantes restent cachées ou minimisées, enterrées dans des archives non cataloguées ou tout simplement détruites. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Croyez-vous que Jacob a existé tel que décrit? Croyez-vous qu'un homme seul pouvait vraiment défier et subvertir le système de cette manière? Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires fascinantes tirées des archives oubliées de l'histoire. Des récits qui révèlent les vérités inconfortables que nous préférons collectivement oublier ou ignorer. Et partagez cette histoire avec ceux qui,
comme vous, cherchent les vérités enfouies dans le passé, qui veulent comprendre d'où nous venons pour mieux comprendre où nous allons et qui nous sommes. Car que Jacob ait été un homme réel de chair et sang, ou un symbole mythologique créé par l'espoir désespéré, que cette chasse dans la forêt ait eu lieu exactement comme décrit, ou de manière légèrement différente, une chose est absolument certaine et ne peut pas être contestée. À un moment donné de l'histoire, quelque part dans les forêts sombres et dangereuses du sud esclavagiste américain, des chasseurs confiants découvrirent avec terreur qu'ils pouvaient eux-mêmes être chassés, que leur technique pouvait être retournée contre eux, que leur pouvoir n'était pas aussi absolu qu'ils le croyaient. Et cette découverte traumatisante, plus que n'importe quelle bataille spécifique de la guerre civile qui viendrait ravager la région 20 ans plus tard, annonçait déjà la fin inévitable du système qu'ils défendaient avec tant de conviction et de violence, un système construit sur le sable mouvant du mensonge et de la déshumanisation, plutôt que sur le roc solide de la justice et de la vérité. L'histoire dort paisiblement dans les archives poussiéreuses, attendant patiemment d'être redécouverte par celui ou celle qui aura la curiosité et la détermination de chercher. Elle attend que quelqu'un pose les bonnes questions aux bons endroits, suive méthodiquement les bonnes pistes à travers le temps, connecte les fragments dispersés à travers l'espace et les décennies. Peut-être que vous, en écoutant cette histoire aujourd'hui, deviendrez celui ou celle qui découvrira la vérité complète, qui trouvera les documents manquants, qui confirme ou infirme définitivement ces récits, qui reconnaîtra les patterns cachés dans les archives. Ou peut-être que la vérité complète et définitive n'est pas destinée à être connue avec certitude absolue, et que le mystère lui-même, l'ambiguïté permanente entre faits et légendes, est le véritable héritage le plus approprié de Jacob, le guerrier qui refusa obstinément d'être brisé, dont la vraie victoire fut peut-être non pas ce qu'il accomplit concrètement, mais ce qu'il symbolisa et continue de symboliser pour tous ceux qui vinrent après lui et continuent de lutter pour la liberté et la dignité. Les forêts anciennes de Caroline du Sud sont encore là aujourd'hui, silencieuses et mystérieuses, gardant jalousement leurs secrets séculaires. Les arbres spécifiques qui furent témoins directs de cette chasse nocturne sont tombés depuis longtemps, leur bois retourné à la terre dans le cycle éternel de la nature, mais la terre elle-même se souvient toujours. La terre se souvient toujours des histoires qu'elle a portées, du sang qui a été versé sur elle, des luttes qui ont été menées entre ces arbres, des cris qui ont résonné dans ces vallées. Et si vous marchez dans ces bois au crépuscule, quand les ombres s'allongent et que la frontière entre passé et présent semble s'estomper dans la lumière déclinante, quand le vent murmure entre les pins et les cyprès avec une voix qui semble presque humaine, peut-être entendrez-vous encore, porté par l'air humide du soir, le chant grave et rythmé d'un guerrier qui refuse toujours, même dans l'Aïm. Or, même après plus d'un siècle, de céder sa dignité et son humanité à ceux qui voudraient les lui arracher. Fin.